Bonjour Monsieur Blancard-Dassac. Bonjour Vincent. Petit nouveau qui prend la relève, c'est très bien. Donc on va commencer avec la première question. Vous avez déjà évoqué le livre de Zemmour, Le suicide français. Que pensez-vous de celui de Houellebecq, Soumission, qui vient de sortir, et de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui fait suite aux événements de Jouer-les-Tours, Dijon et Nantes? Alors c'est très curieux cette progression d'événements. Et il y a même plus que ce que vous indiquez dans la question, il y a aussi toute la campagne qui a lieu depuis des mois maintenant, au sujet des djihadistes français qui partiraient en Syrie pour combattre le régime de Bachar el-Assad. Donc on a l'impression que depuis des mois, on est en train de nous préparer une montée de l'indignation des Français face à l'islam. Alors, donc il y a eu les deux premiers attentats, l'un contre un commissariat, l'autre par une voiture conduite soi-disant par un fou. D'ailleurs, tous ceux qui font des choses comme ça, c'est catalogué tout de suite comme des fous. Je vois bien. Et ensuite, il y a le bouquin de Zemmour qui a fait un sérieux tintamarre, où il y a du bon et du douteux, parce que, il a rendu hommage au maréchal Pétain, il a rectifié quelques petites histoires, mais dans le même temps où il mettait en garde contre l'islam, ce qui est normal vu l'accumulation des migrants qui viennent imposés par nos différents gouvernements, libéraux et socialo-marxistes, il est évident qu'on ne peut pas continuer à accepter cette situation. Donc on comprend qu'il dénonce cette invasion, mais ce qui me dérange toujours avec ces gens-là, et je fais la même réflexion pour le bouquin de Houellebecq, c'est qu'ils dénoncent le symptôme et ils ne remontent pas la cause. Toujours la même chose. Alors je regrette beaucoup. Si on veut régler un problème, c'est pas en se lamentant sur les effets, sur les causes, c'est sur les effets, c'est il faut remonter aux causes. Et puis, cerise sur le gâteau, si on peut dire, l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors là, c'est vraiment très curieux. Alors si on prend la succession des informations que les médias nous ont distillées, il y a tout de même des choses curieuses. Alors on nous annonce, voilà, 2 hommes, certains disent 3 hommes, cagoulés, en noir, équipés de gilets pare-balles, armés de Kalachnikov, rentrent dans l'immeuble où se trouvent les bureaux de Charlie Hebdo, se renseignent pour savoir où est la salle de réunion, arrivent à la salle de réunion et canardent tous les gens présents. Bon. Un fait, si on en croit par ce que nous ont dit les médias. Et puis, travail accompli. Ah oui, ils font ça en criant « Allah Akbar, le prophète est vengé ». Bon. N'importe qui aurait pu crier la même chose. Et puis ils repartent, et curieusement, on les voit partir tranquillement, à bord de leur voiture, démarrage au petit trou. Puis il se passe un incident curieux, ils s'arrêtent à un moment donné parce qu'il y avait un policier qui était là, et il y en a un qui sort, curieusement, de la voiture, on ne comprend pas très bien pourquoi il sort de ce côté-là de la voiture. Il abat froidement le policier. Avant ou après, je ne sais plus, il perd une de ses chaussures, il va récupérer sa chaussure. Enfin, bizarre comme truc. Et tout ça calmement. Puis ils disparaissent dans la nature, on nous dit, on a perdu leur trace. Et puis à quelques heures de là, les médias nous disent, ah, mais on sait maintenant qui c'est. On sait maintenant qui c'est. Ce sont les frères Tatati Tatater. On a trouvé leur carte d'identité dans la voiture. Ah, bon, c'est tout de même curieux ça, parce que des gens qui apparemment ont fait preuve d'un professionnalisme assez pointu quand même, plein de sang-froid, perdent leur carte d'identité dans la voiture. Je pense que personne ne laisse sa carte d'identité dans la voiture, dans la boîte à gants ou que sais-je. Donc, première invraisemblance.
Et puis, bon, la traque, on finit par les trouver, c'est fantastique comme la police française est allée vite. Ils n'avaient rien vu venir, c'est comme les attentats du 11 septembre. Ils n'avaient rien vu venir, et dans les minutes qui suivaient, on savait déjà qui c'était. Et puis on les traque, et puis on les abat. Ah, c'est pratique, parce que là, ils ne pourront pas dire « Ah, mais non, c'est pas nous ». Alors, on n'y est pour rien. Rappelez-vous l'affaire Mera. Hein, l'affaire Mera, qui au moment où le GIGN et le RAID le coincent, dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous voulez me tuer ?» Alors, on attend, oui. Et là, on les coince, mais pas n'importe où, monsieur Plancard. Allez-y. On les coince dans un supermarché Oui, caché. d'accord, je dis, justement. Et ils n'étaient pas seuls d'ailleurs, ils étaient avec un autre qui était un noir. Oui, qui est débarqué là-dedans. Et donc, c'est tout de même bizarre. Donc, la similitude avec l'affaire Mera est très curieuse aussi. Comment se fait-il que ce garçon, Mera en question, que l'on sait avoir voyagé dans tous les pays du Maghreb et qui avait un visa israélien, et on se dit, comment peut-il voyager dans les pays chauds du Maghreb, avoir un passeport israélien? Mais ça colle pas. Et en plus de ça, après, on apprend qu'il fait partie des éléments de la DCRI. C'était sous Sarkozy. C'était Squarcini qui était le patron de la DCRI. Et puis on coince le type et on l'abat froidement. Alors qu'il crie, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez me tuer? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Vous vous rappelez d'une certaine échappée, on va dire, d'un type qui était sorti avec son fusil de chasse ou je ne sais pas quoi, et qui avait débarqué à Libération? C'est au journal Libération? Oui, je crois, oui, effectivement. Bon, c'est il n'y a pas très longtemps, ça. C'est il n'y a pas très longtemps. Donc, on a l'impression que... Enfin, alors, les Américains ont un terme que je trouve remarquable. Ils en ont deux même. L'un qui est de false flag, c'est-à-dire le faux drapeau, ce qui veut dire organiser une opération en donnant l'impression que c'est quelqu'un qui l'a organisé alors que ce n'est pas cette personne-là ou ce groupe de personnes-là. Et je voudrais citer ce texte qui est dans mon livre Le complot mondialiste, qui, alors là, vraiment c'est extraordinaire, je vais le rappeler une fois de plus parce que c'est extraordinaire. C'était sur base d'une étude de la Army School of Advanced Military Studies, donc c'est un service de renseignement de l'armée américaine, dont ce rapport a été publié le 10 septembre 2001, c'est-à-dire la veille des attentats contre les deux tours, et qui spécifiait ceci. Donc ça avait été publié dans le Washington Times. Le Mossad israélien sans scrupules cruels et rusés a la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Dans un grand quotidien italien du soir, c'était le Corriere della Sera. Ça c'était postérieur, c'était du 30 du 11... non, antérieur, 2007. Il disait ceci: les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et le Mossad israélien, avec l'aide du monde sioniste en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Alors, si on n'a pas la mémoire courte, qu'on se rappelle de ses précédents, on se dit, mais tout ça c'est l'enfumage. À qui profite le crime? Et alors, une fois qu'on a posé cette question, à qui profite le crime? Ben, ça va servir déjà à Hollande et à son gouvernement pour détourner l'attention des Français de leurs problèmes économiques. Et puis ça va profiter à Israël aussi, bien entendu, puisque maintenant les Français sont braqués contre le monde musulman. Déjà qu'ils étaient braqués à cause de l'immigration-invasion, mais là encore, je rappellerai, qui nous impose l'immigration-invasion depuis des décennies. On sait aujourd'hui, bon déjà, ça avait explosé avec Sarkozy, au moins 200 000 officiels avoués par an, et aujourd'hui on vient d'apprendre
surprendre, je le signe dans le dernier numéro de La Politique, l'ambassadeur de France en Algérie se félicitait que plus de 300 000 visas étaient accordés à partir de maintenant, chaque année, aux Algériens. Donc il y a une double démarche là. D'une part, du fait de nos gouvernants, qu'ils soient soi-disant libéraux ou socialo-communistes, une volonté de nous submerger sous l'immigration, et depuis un certain temps, une volonté de faire peur aux Français avec l'islam. Alors il faudrait tout de même qu'on se comprenne. Si l'immigration musulmane est à ce point criminogène, pourquoi est-ce qu'on nous les impose par milliers? Il y a un problème là. Donc il y a quelque chose de plus que douteux derrière cette politique. D'une part, vouloir nous submerger sous le nom de l'immigration musulmane, maghrébine et noire, et d'autre part, braquer les Français contre le monde islamique. Ça ne va pas, ça ne colle pas. Donc il y a quelque chose de très douteux là-dessus. Voilà. C'est certainement pour accentuer la surveillance, accentuer les contrôles policiers. Alors vous faites bien de rappeler cela, parce que justement, ce qui s'était passé aux États-Unis tout de suite après le 11 septembre, c'était que George W. Bush, qui était le président des États-Unis à l'époque, avait tout de suite mis sur pied par l'amiral Poindexter, franc-maçon comme on le sait, d'un fichage de tous les citoyens américains. Pas simplement des immigrés, plus ou moins musulmans, islamiques ou que sais-je, c'était tous les citoyens américains. Donc, on perçoit qu'à travers ces coups, ces false flags, comme ils disent les Américains, ils profitent de la panique provoquée dans le public pour imposer une surveillance de tous les citoyens. Une technique qui avait été usitée pendant la conquête de l'Ouest, non? Ou pendant la conquête du Canada? De toute façon, toute la politique américaine, depuis le début de l'existence de l'État américain, ça n'a été que d'une succession de provocations. On va commencer par contre les Indiens, hein, pour leur faucher leur territoire. C'est toujours la même chose. Alors, le but de tout ça, c'est qu'en fait, de même qu'avec la Russie de Poutine, on insiste à une double offensive. De double volonté. La volonté de lancer le monde occidental contre le monde oriental, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, alliée pour l'instant avec la Chine, l'Inde, etc. Donc l'affrontement de deux mondes, Est contre Ouest. Et dans le même temps, parallèlement, lancer le monde occidental, soi-disant encore chrétien, contre le monde islamique. C'est ce qu'on appelle la guerre des mondes. Voilà, donc c'est très grave, parce que toutes les libertés individuelles vont disparaître avec ça, et puis surtout qu'on nous désigne un adversaire qui n'est pas nécessairement le véritable adversaire. Parce que je rappellerai encore une chose, ce sera d'ailleurs, je vais l'évoquer dans ma conférence de cet après-midi, qui a créé l'islam contre le christianisme naissant. Voilà. Donc question suivante. Question suivante. La polémique autour des crèches a fait grand bruit. Quelle est votre analyse sur cette volonté d'application de la laïcité? C'est-à-dire qu'elle est toujours à sens unique. Parce que je ferai remarquer quand même qu'on a eu droit à des menorahs géants, c'est-à-dire des chandeliers à 7 branches, symbole judaïque, qui figure en perspective de la tour Eiffel, qui, on le sait, Eiffel était franc-maçon, et la tour Eiffel est considérée par les maçons comme un symbole de la maçonnerie. Donc, judaïsme et maçonnerie, c'est la même chose, puisque vous savez, dans mon livre, la maçonnerie, j'ai démontré sur base de leur propre texte que la maçonnerie était issue de la Kabbale talmudique juive. Donc, voilà, donc c'est toujours deux poids, deux mesures. Toute la laïcité ne sert qu'à supprimer les uns après les autres les symboles du christianisme. Et rappelez-vous aussi toute la campagne qui a été faite, qui a commencé avec Sarkozy, contre le dimanche chômé. Là aussi, on supprime un vieux symbole chrétien.
qui correspondait tout simplement au repos de notre Créateur après avoir créé le monde, le repos du 7e jour. C'était la transposition de cela. Alors, tout ça, ça doit disparaître. Nos symboles doivent disparaître pour que les leurs puissent émerger. Voilà. M. Blanc-Cardassac, vous évoquez souvent le défaitisme dans nos milieux, notamment chez certains personnages. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons qui vous font réagir? C'est-à-dire que dans le combat qui est mené contre nous, ceux qui viennent vous dire il n'y a plus rien à faire, ces gens-là sont soit des idiots finis, soit des compagnons de route. Et alors, bon, ça tombe bien justement, parce qu'on en a parlé dans le dernier numéro de la politique, c'est du fait justement de toute cette campagne contre l'islam, l'immigration, le bouquin de Raspail, là, de Candessa, revient à la mode, on en reparle aujourd'hui. Et le hasard faisant curieusement les choses, je suis tombé sur un texte assez ancien de Raspail, publié dans le Figaro. Ça date du 17 juin 2004. Alors, bon, on en a parlé, donc il y a toute une page dans le dernier numéro de la politique, parce que quand on cite les choses, on veut donner vraiment tout le contexte, que ce soit pas simplement des coupages de phrases. Mais je vous en citais tout de même deux, parce que c'est très significatif. Voilà ce qu'il dit, hein, quasiment au début de son article. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que je crois que les carottes sont cuites. Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé. Parce que la situation est irréversible. Alors, voilà un individu qui dénonce le danger de l'immigration. Très bien, rien à dire. Et premièrement, non seulement il ne dit pas quels sont les auteurs de cette politique, et d'autre part, il dit, de toute façon, c'est pas la peine de me battre, c'est fichu. Alors, un imbécile ou un compagnon de route? Je ne sais pas si M. Raspail m'entendra, ben voilà ce que j'ai à dire sur lui. Et pas simplement sur lui. Vous savez, en tout cas, ceux qui lisent la politique, ou qui auront déjà, j'en ai déjà parlé lors de conférences ou d'entretiens précédents, l'autre, il y en a d'autres, mais un autre qui persiste et qui signe, c'est Pierre Hillard. Toujours la même chose. Alors, curieusement, c'est associé une campagne contre Vladimir Poutine, qui pour l'instant se révèle être le grain de sable contre le mondialisme. Ça ne fonctionne pas. Et c'est la Mendez. Alors, il en est arrivé dernièrement à soulever une thèse absolument aberrante, que l'on appelle le survivialisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est-à-dire, bon, là encore, les carottes sont cuites, comme dit Raspail, donc puisqu'elles sont cuites, alors qu'est-ce qu'on fait? On va se battre? Non, on ne se bat pas. On met des conserves de côté. On va se réfugier dans des coins bien cachés, avec des provisions, bien sûr, et des armes. Ah bon, des armes? Mais s'il prend des armes, et pourquoi il les utilise pas maintenant? Oui, voilà. Alors, là encore, je pose la question, est-ce que ce sont des esprits faux, ou est-ce que ce sont des compagnons de route? Ça ne tient... Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je regrette beaucoup. Et donc, voilà, on va se réfugier dans son petit coin. Et ça me fait penser à ce qui était déjà dit au moment de mai 68. Oui. Il y avait déjà des personnes à l'époque qui disaient qu'ils avaient déjà acheté des choses qui à droite, qui à gauche, dans des coins perdus dans les montagnes de France, pour se mettre à l'abri au cas où, en attendant que ça passe. C'était pas le même. Le problème, c'est que les choses ne passent pas comme ça, elles ne passent que quand on se bat et qu'on s'arrange pour gagner. C'est tout. Ouais. Donc vraiment, ces gens-là, makers. Pas d'autre terme, ils makers. S'isoler au fin fond de la campagne, juste par ils makers, au mieux, ils makers, au pire, ils me révoltent. Ouais. Parce que ce sont des traîtres, si on regarde bien les choses en face. Ah bah, par se planquer, quoi. C'est pas un voilà. en effet.
Bon, avez-vous remarqué qu'Alain Soral, lors d'un entretien sur Mediapresse Info le 2 décembre, a affirmé qu'il faut refaire du catholicisme la religion d'État en France? Il dit d'ailleurs que vous développez dans votre ouvrage Le nationalisme français. Oui, ben, je ne dirais pas qu'il a tort, c'est très bien, mais il aurait pu citer mon livre, bien entendu. Mais ça, il est assez coutumier du fait, c'est de piquer les idées de certains collaborateurs, je ne suis pas un de ses collaborateurs, bien entendu, mais enfin, d'autres personnes, pour se faire valoir avec des choses tout à fait pertinentes. Voilà. Vous évoquez souvent dans votre lettre d'information les problèmes économiques que subissent la France et les Français. Quelles seraient selon vous les solutions nationalistes pour redresser l'économie française? Oh là, vaste programme. Bon, j'en ai traité déjà passablement dans mon livre Le nationalisme français, il y a tout un chapitre là-dessus. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Premièrement, il faut couper les pompes aspirantes de l'immigration qui sont une charge épouvantable sur les finances françaises. Puisque vous savez que les migrants, dès qu'ils arrivent en France, qu'ils soient officiels ou pas officiels, bénéficient de subsides que les Français nécessitent, eux, n'en ont même pas. Il faut bien voir aussi que depuis le regroupement familial élaboré par messieurs Chirac et Giscard, la famille de l'immigrant venu soi-disant travailler en France s'agrandit, 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 avec des gens qui ne sont même pas nécessairement de sa famille directement. Loin de là. Donc tout ça, ça pèse un poids considérable sur les finances de la France, et il faut en mettre un terme. Alors, il y a non seulement couper les pompes aspirantes qui font venir l'immigration, il faut supprimer cette politique de nos gouvernants actuels, libéraux ou socialistes, qui poussent à cette invasion. Et donc, évidemment, ça passe par une révolution. Ça passe par une révolution nationaliste. Il n'y a pas 36 000. Alors, ce n'est pas en faisant pression sur ces gens-là, en pouvant espérer qu'ils vont changer de politique, qu'on y arrivera. Et alors, bon, une fois ça, il y a mille autres choses encore à faire. Il faut supprimer tout ce système de démocratie inorganique qui retire aux citoyens la vérité de son vote. Ça, c'est encore une des choses que j'ai expliquées en long et en large dans mon livre Le nationalisme français. C'est que quand on demande l'avis à un citoyen, il faut qu'il donne son avis sur des sujets qu'il connaît, et non pas sur des sujets qu'il ne connaît qu'au travers des médias. Vous savez, les médias, qui tient les médias, donc qui tient les médias, tient l'information, qui tient l'information, tient le vote des Français. C'est pas compliqué. Donc, c'est une tâche, je dirais pas colossale, c'est une tâche qui est simple en soi, mais il faut pouvoir l'accomplir. D'où la nécessité de prendre le pouvoir. C'est pas compliqué. Que pensez-vous de l'emprunt que le Front National a fait auprès de la banque First Russian Bank? Dans certains médias, on dénonce Poutine qui manipulerait le Front National dans le but de faire éclater l'Europe. Cela ne serait-il pas du complotisme? Alors c'est très amusant, votre question m'amuse et m'enchante d'ailleurs en même temps, parce que les mêmes qui disent ça à propos de Poutine, qui pousserait à ce complot justement pour déranger le monde occidental, sont les mêmes qui nient le complot judéo-maçonnique. C'est même assez amusant. Alors par contre, ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que cet emprunt a été fait auprès d'une banque juive, enfin dirigée par un juif en Russie, qui est une petite banque relativement. Et quand on dit que Marine Le Pen a d'excellents contacts avec Poutine, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, je ne pense pas que Poutine soit naïf à ce point-là. Et de toute façon, ce n'est pas une grande banque russe, qui a accepté. Et alors, chose intéressante, non seulement le directeur de cette banque est juif, mais l'intermédiaire qui a servi à la transaction l'est aussi. Donc on retombe en plein dans la direction judéophile du Front National actuel. Voilà.
Celle-là même en fait, qui se vole au secours de Charlie Hebdo aujourd'hui, alors que tant de caricatures avaient été faites sur le Front National, des pires et pas des meilleurs. Non, mais c'est la lâcheté face au poids des médias. C'est toujours la même chose. Il y en a beaucoup qui en font autant. Nous, on ne peut que mettre en garde, de façon à ce que les Français, s'ils meurent, ne meurent pas complètement idiots. Êtes-vous au courant de la révélation de Closer sur l'homosexualité de Philippot? Après cela, êtes-vous toujours partisan de l'entrisme dans le FN? Oui, bon, alors je suis au courant de la révélation, qui n'est pas une révélation finalement, de Closer sur l'homosexualité de Florian Philippot. Et ça, on le savait déjà depuis longtemps. Et alors, pour la deuxième partie de votre question, eh ben, je dirais non. Plus que jamais, je suis partisan de l'entrisme au Front National, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Si un certain nombre de gens intelligents, déterminés, s'arrangent pour entrer au Front National, prendre les places, gravir dans la hiérarchie, être en mesure d'être parmi les votants lors des congrès internes du Front National, où sont désignés les futurs responsables, c'est comme ça qu'on peut changer la donne, changer la politique de l'intérieur. Regardez d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le début de cette stratégie qui a commencé à porter fruit, mais alors que Florian Philippot était aux toutes premières loges lors des dernières élections, pas les toutes dernières, il s'est retrouvé en 4e position. Et c'est Marion Maréchal qui est passé dedans. C'est un premier coup de semonce. Imaginez que suffisamment de nos amis rentrent, et silencieusement, je dis bien silencieusement, sans se faire repérer par des déclarations intempestives pour se soulager, sur Internet ou ailleurs. Imaginez que ces gens-là étant en position de voter puissent blackbouler un certain nombre de cadres. J'ai donné la liste d'ailleurs dans mon livre L'histoire d'une trahison. Donc, ceux qui veulent savoir, ils peuvent acheter le livre. On peut éliminer un par un certain nombre de responsables plus que douteux, pour ne pas dire autre chose, qui sont à la tête du Front National. Vous avez évoqué dans votre dernier entretien le Congrès européen du GUD de 2014, qui était surtout une vitrine pour les mouvements étrangers, sans un seul discours d'un représentant français, ce qui est un comble. Or, l'Agence Infolibre a posé plusieurs questions à Roland Elie, le responsable de Santé nationale, dont celle-ci: quelle est votre définition du nationalisme? Donc il a répondu: être nationaliste signifie être attaché à sa nation, c'est aussi être attaché à une civilisation. Que pensez-vous de ces déclarations? Bon, alors je les connais. Alors la réponse en elle-même est pas mal. Bon, être nationaliste signifie être attaché à sa nation, c'est vrai, c'est évident. C'est aussi être attaché à une civilisation, c'est vrai, donc rien à dire. Mais le problème, c'est la suite de sa déclaration. Quand il dit chacun a sa conception du nationalisme, avec différentes nuances, différences. L'essentiel, ce n'est pas ce qui nous divise, c'est ce qui nous rassemble. Alors, première observation, c'est du blabla. D'abord, il n'y a pas différentes conceptions de la nation. La nation est. Elle est ce qu'elle a été faite par son héritage, par tout ce qui s'est fait de génération en génération. C'est une réalité intangible. Il ne peut pas y avoir différentes définitions de la nation. Parce que si ça existait, d'ailleurs c'est ce qui se passe par exemple au Front National, et ce qui se passe évidemment dans la tête de Roland Elie, c'est que ces différentes conceptions de la nation, elles vont s'annuler entre elles. Donc il n'y a aucune dynamique là-dedans. Voilà. Alors, ça m'a fait penser, quand j'ai vu cette réflexion de Roland Elie, ça m'a fait penser à la fameuse déclaration de De Gaulle, disant « toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Ben non, on ne se fait pas une certaine idée de la France, je répète, la France est ce qu'elle est par son héritage, que l'on a à conserver, point à la ligne.
C'est tout. C'est un constat, c'est pas une... C'est un constat. C'est pas une idéologie, c'est un constat. Ça. D'ailleurs, rappelez-vous aussi comment j'insiste très lourdement dans mon livre Le nationalisme français. Le nationalisme n'est pas une idéologie, c'est un pragmatisme. C'est-à-dire qu'on analyse les faits, les solutions éventuelles à apporter à tel problème engendré par la démoplutocratie, de façon pragmatique. On n'est pas des faiseurs de système, on étudie la situation, qu'est-ce qui serait le mieux pour sortir le pays du pétrin. Il y avait des codes et des méthodes. C'est une méthode. Et C'est des une méthodes. méthode. Voilà, tout simplement. C'est ce que Maurras appelait l'empirisme organisateur. Oui. Hein, ou Paul Bourget qui parlait de politique expérimentale. Voilà. C'est scientifique, ça. Maîtrise d'œuvre. C'est scientifique. Absolument. Alors, autre sujet, quelle analyse faites-vous sur le retour de Sarkozy en politique et des déclarations de Luc Châtel quand il prétend que l'UMP soutient la famille contre la gauche? Que voulez-vous que je vous dise? Alors Sarkozy, c'est très curieux, lui qui avait juré ses grands dieux après sa défaite de 2012 qu'il ne voulait plus entendre parler de politique, de toute façon. Quand on fait des conférences à l'étranger avec des cachets de 100 à 150 000 euros la conférence, on peut vivre tranquillement. Sans compter la retraite qu'il doit toucher en tant que président de la République, monsieur Toucher Pontard. tout ce qu'il a pu amasser, la fortune de sa chère Carla, etc., etc. Donc on ne va pas pleurer sur lui. Alors on se pose la question, pourquoi a-t-il voulu revenir en politique? Alors certains diront, c'est possible aussi, le goût du pouvoir. Ouais. Mais il y a aussi une autre piste, c'est que du fait de l'accumulation de casseroles qu'il a derrière lui, s'il est élu président de la République, avant qu'il ne soit rejoint par les jugements de la justice, il sera à l'abri du fait de l'immunité dont jouit le président de la République. Donc c'est une piste. Je dois signaler aussi que selon différents sondages, sa cote de popularité auprès de ses sympathisants s'écroule très nettement. Il y a des chiffres qui varient entre 63 à 73% de gens qui estiment qu'ils ne veulent plus de lui comme président de la République. Alors évidemment, il y a tout le battage médiatique, où on nous montre Sarkozy gesticulant, etc., des gens qui applaudissent. Bon, est-ce que c'est ça la réalité? On verra ça dans quelques mois. Oui, dans quelques mois, on en verra certainement plus, parce que vous avez dit, ça ne va pas se passer comme ça, et puis bien entendu, il y aura l'échéance présidentielle de 2017. Alors, quant à Luc Châtel, je dirais que, tel maître, tel valet, il ne manque pas d'air, parce que venir parler de l'UMP, défenseur de la famille, après tout ce que ces deux individus ont fait contre la famille, je voudrais tout de même rappeler que le tandem Sarkozy-Châtel sont à l'origine du lancement de la campagne à la compréhension de l'homosexualité à la rentrée scolaire de 2010, avec un film projeté pour nos chères petites blondes, têtes blondes, et pour enseigner justement qu'il fallait comprendre l'homosexualité, qu'après tout c'était un amour comme un autre, etc., etc. Et puis à la rentrée 2011, c'était quoi? Eh bien, c'était l'apparition de la théorie du genre, la théorie du gender, puis c'est encore un cadeau des Américains qui nous est parvenu, qui stipule qu'en fait ce n'est pas la génétique qui explique les sexes, c'est le contexte socio-culturel. Donc si vous avez une mode homosexuelle, eh bien vous devez d'être homosexuel. Non, mais on est en pleine paranoïa. On est gouverné par des pervers, non seulement par des criminels, des pervers. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à dire pour votre question sur Sarkozy et Luc Châtel. Alors, prétendre après ça qu'ils défendent la famille, on ne parle pas de la même famille. Il y a des électeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce tintamarre et électoral
ça présagerait pas des... comment vous dire, ça présagerait pas des tours de passe-passe pour les prochaines élections présidentielles, presque des fraudes électorales. Mais évidemment, alors fraude électorale, ça, on verra le moment venu, mais de toute façon, c'est faire croire aux Français, aux nigauds encore qui existent, que l'UMP est le grand défenseur de la famille. Et alors, vous savez déjà, puisque j'ai déjà martelé sur le sujet à plusieurs reprises dans des entretiens ou dans des conférences, et dans la politique, le rôle plus que douteux de Ludovine de La Rochère, la patronne de la Manif pour tous, qui met en première ligne des députés de l'UMP. Ouais, enfin, donc c'est vraiment une récupération. Elle est toute seule de l'UMP dans son mouvement, hein, non? Ah oui, mais elle empêche. Alors, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que sa dernière manif monstre à Paris a été un échec tout de même assez considérable, puisqu'on est parti de plus de 1 million à environ 500 000. Ouais. Hein, donc, tout de même, tout le monde n'est pas complètement idiot, il y en a qui commencent à se rendre compte qu'elle est un agent de l'UMP. C'est complètement fini, hein, c'est terminé, hein, la manif pour tous. On verra, la suite. On verra la suite. Alors ça aussi, ça peut être une tactique, justement, de dégoûter les gens pour qu'ils ne viennent plus manifester, comme ça le pouvoir socialiste aura gagné, et puis le pouvoir socialiste, et puis maçonnique, les autres, maçonnique, bien entendu, puisque Sarkozy et Châtel, c'est la même chose. Ouais. C'est la grande loge contre, en fait, un petit peu le Grand Orient, non? Non. Ça, je réfute totalement cette vision idyllique qui aurait une bonne maçonnerie ou une moins mauvaise, si vous préférez. Non, mais deux adversaires. Non, ils sont adversaires quand il y a des histoires de fric, de préséance, mais contre nous, ils sont bien unis. Et j'ai cité d'ailleurs dans mon livre La maçonnerie, la déclaration de l'ancien grand maître de la Grande Loge nationale de France, qui est considéré comme étant la plus droitière. 10 ans à peu près ceci, je vous cite de mémoire, de toute façon je donne les références dans le livre, 10 ans à peu près ceci, tous les francs-maçons ont la même formation et tous concourent au même but. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'une maçonnerie contre une autre. C'est la même chose. C'est la même chose, ce sont simplement des visages différents, pour attraper telle ou telle frange de la population, et puis vous savez très bien quelle est aussi la tactique de la maçonnerie, c'est de faire miroiter aux gens qu'en rentrant en maçonnerie, ce qui est là c'est vrai, ça va favoriser leur carrière professionnelle. Moyennant quoi, vous avez tous les ratés de l'existence qui ne sont pas capables de percer par eux-mêmes, qui rentrent en maçonnerie pour pouvoir percer. Voilà. Donc, que dire de la venue du pape à Strasbourg et de son discours? Je dirais rien. Rien, parce qu'il n'y a rien eu de significatif, sauf dans le négatif, puisqu'il s'est bien gardé de rappeler les origines chrétiennes de l'Europe et de la France. Après tout, à Strasbourg, il était en France. Que deuxièmement, pour se faire applaudir par les médias, il a dénoncé le manque de charité du monde occidental par rapport à l'immigration. Oui. Et s'il se posait la question sur les causes qui poussent les gens à venir chez l'ancien colonisateur pour survivre, c'est bien de pleurnicher, hein. Eh bien, si toi qu'on n'est pas assez généreux, ben, qu'ils les prennent dans la cité du Vatican, dans ses appartements. Alors c'est bien, alors évidemment il s'est fait applaudir. Et puis alors, une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que quand les médias ont remarqué qu'il n'avait pas parlé de l'héritage chrétien de l'Europe et de la France, commentaire des médias, il n'a pas voulu choquer les sensibilités laïques. Bon, mais alors, petite observation, il est le pape de qui? Des laïcs ou des chrétiens? Hein? Et ça ne pense pas notre sensibilité à nous? Alors, il faut arrêter. Savez-vous que votre conférence du 11 octobre sur l'anarchie sanglante du mondialisme messianique a été reprise par le site de Dieudonné, Connais Plus?
Pourtant, vous avez été à plusieurs reprises quelques peu réticents à son égard. Comment comprenez-vous ce coup de chapeau à votre travail? Alors effectivement, oui, il y a eu plusieurs correspondants qui m'ont envoyé le lien. C'est assez surprenant parce que, bon, vous vous rappelez que, effectivement, j'avais mis en doute l'action de Dieudonné, qui est un provocateur, bon, il fait rire, bon. Mais moi, quand on se bat en politique, il ne faut pas faire rire. Il faut indigner les gens. Ce n'est comme ça qu'ils peuvent être utiles. Le rire des foules. Donc j'estime que ce genre d'action est néfaste. Et en plus de ça, quand j'ai envoyé le coup de sonde en utilisant le texte du Gorafi, alors certains ont ricané, ah Ploncard, a cité le Gorafi, a rien compris, etc. Mais le texte de Gorafi que j'ai utilisé, c'était un coup de sonde. Selon la tactique habituelle, j'envoie un coup de sonde, en fonction de ce qui vient, j'envoie le coup de bistouri après. Or, le coup de sonde, c'était pour voir comment Dieudonné et Soral réagiraient. Or, ni l'un ni l'autre n'ont réagi. Or, quels sont les faits de cette histoire-là? C'est que, et je signalerai ce qu'en a dit d'ailleurs le site sioniste JSS News. Avec qui Se vantant, pardon? Avec qui Dieudonné veut faire la paix aujourd'hui, visiblement. Ouais. Donc, ce site sioniste JSS News se vantant que grâce à l'action de Dieudonné, des milliers de personnes avaient pu être fichées par les services juifs, par les chèques qu'ils avaient envoyés, par les images en lesquelles on les voyait, etc. En plus de ça, il y a des imbéciles qui envoyaient leurs photos à Dieudonné. Voilà. Alors, non, c'est pas, en tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, c'était un coup de sonde. Alors, pourquoi est-ce que cette conférence a été publiée sur le site de Dieudonné? C'est parce que je pense qu'il y a des gens autour de Dieudonné qui sont d'accord avec ce que je dis. Ou alors, Et qui l'ont passé comme ça. On verra la suite. ou en utilisant la technique égalité-réconciliation, qui consiste en fait à aspirer des vues, à aspirer du contenu à n'importe où, à qui mieux, pour essayer d'augmenter le trafic. Je ne sais pas. C'est curieux. Alors, bon, il y a un petit rappel, effectivement. Votre réflexion me fait penser à une chose, c'est que Soral, il y a déjà 2 ans environ, facilement, maintenant, c'est plus du tout la même chose. Je ne sais pas pourquoi il a changé, d'ailleurs, par rapport à nous. Peut-être parce que notre succès aidant, ça commence à porter ombrage. Il avait cité une de mes conférences dans laquelle je rappelais le rôle du décret Crémieux dans la déchirure entre le monde arabo-musulman d'Afrique du Nord, l'Algérie, et la France, qui était tout à l'avantage des Juifs d'Algérie contre les musulmans. 1860. Et ce qui m'a valu d'ailleurs de nombreux ralliements de musulmans qui comprennent qu'ils sont utilisés par le système et par le monde juif contre nous, et que leur tour viendra après. C'est-à-dire qu'ils ont été utilisés et ils le seront à nouveau. Et ils le seront à nouveau, c'est évident. Et là, en ce moment, Ils en voilà, et c'est la démonstration. Ouais, ils en font les frais en ce moment, c'est sur... Voilà, c'est la démonstration. Et Monsieur Ploncard, vous aviez dit que vous alliez revenir dessus. Alors donc on trouve les 3 terroristes dans un supermarché cachère. C'est très curieux cette histoire-là. Alors, vous savez quelle est la question que je me pose? Et d'ailleurs... Est-ce que les deux ou les 3 terroristes qu'on a vus cagoulés, s'enfuyant tout doucement, calmement, après avoir fait leur coup, sont les mêmes individus qui ont été abattus au supermarché? Ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. En plus, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Bien sûr. Est-ce que ce sont les mêmes individus? Est-ce que ça ne fait pas partie du montage, ça, justement? Parce que n'importe qui, n'importe quel pouvoir, peut inventer une histoire de ce type-là. Les types qui font le coup, rappelez-vous les textes que j'ai cités tout à l'heure de ce service de l'armée américaine, le service de renseignement américain, pointant du doigt le Mossad et le Pentagone en même temps.
donc leur propre co-religionnaire, hein, les Américains. Et imaginez que le coup contre Charlie Hebdo, qui était un coup des services secrets israéliens, pour lancer la machine contre l'islam, parce qu'ils ont besoin du monde occidental, soi-disant chrétien, pour lutter. Israël est en très mauvaise posture. Alors, vous mettez tout ça ensemble, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, mais voilà, je laisse ça à la réflexion de tout un chacun. Et alors aussi, une chose que j'avais oubliée quand même, qui a sa petite valeur, j'ai reçu 2 mails, j'ai reçu beaucoup de mails hier justement sur mon téléphone, en fonction des derniers événements, et 2 d'entre eux qui se recoupent. L'un me disant que la presse israélienne avait signalé les attentats avant qu'ils ne soient connus en France. Deuxièmement, que le site JSS dont j'ai parlé tout à l'heure avait été le premier en France à l'annoncer. Alors je laisse ça à l'appréciation de tout un chacun. Donc, il y a de plus en plus de gens à vos conférences, bien que Égalité et Réconciliation ne réalise plus vos activités. Comment l'expliquez-vous? Écoutez, bon, premièrement, je me félicite, c'est évident. Deuxièmement, je pense que c'est parce que nos analyses servent de plus en plus au plus près les événements, expliquent ces événements, que les gens se disent, ben oui, il a raison. Vous savez très bien, vous qui me connaissez déjà depuis un bon bout de temps, que je vais droit au but, que je ne fais pas de fioriture, de ronde jambe de cours pour dire les choses, je dis les choses comme ça et j'appuie sur ce que je dis, sur des textes, sur des références. C'est imparable. On m'a insulté, on continue à m'insulter tout ce qu'on voudra, mais personne n'a pu mettre en défaut les informations que je donne. Donc c'est le béton. Et donc, l'idée de fonder un mouvement politique officiel, vous a-t-elle déjà passé par la tête? Oui, depuis longtemps, ça c'est évident, d'autant que même si j'y pensais pas, il y en a beaucoup qui se chargent de me le rappeler. Alors oui, effectivement, compte tenu de la situation, ce serait une chose nécessaire. Le problème, c'est que il y a un impératif qui me semble prioritaire. D'abord, c'est de créer des cadres bien formés. Parce que c'est pas peu de créer un parti. Si on crée un parti avec des gens qui ils réagissent avec leur tripes, c'est très bien, mais avec leur tripes, il y en a beaucoup justement qui ces jours-ci ont réagi, sans comprendre, ou essayer de comprendre ce qu'il y avait de sous-jacent derrière toute cette histoire-là. Donc on a besoin de cadres. Ça ne se fait pas en un jour, et quand j'ai décidé de reprendre le combat de mon père en 2001, et je me suis heurté d'abord à une levée de bouclier de tout le monde, y compris les milieux catholiques, y compris tradis. Ceci dit, progressivement, tout ce que je disais s'étant vérifié dans les faits, dans l'actualité, de plus de gens sont venus à moi et ça constitue des cadres tous les jours. C'est simplement, il y a une substance qui se crée. Le problème, c'est que si je me mets à lancer un parti aujourd'hui, tout le travail de lecture, de réflexion, d'écriture que je fais, je n'aurai plus le temps de le faire de façon aussi approfondie. Et donc, il y a un choix à faire. Et c'est pour ça, je reviens sur la question que vous posiez tout à l'heure, la question de l'entrée au Front National. Ce que l'on peut faire dans l'immédiat, parce que tout de même, créer un parti, c'est pas donné. Ce n'est pas donné, ça coûte cher. On a un parti qui, pour le moment, a le vent en poupe du fait de toute la politique des partis traditionnels actuels, officiels actuels. Donc, il me semble évident que jouer l'entrisme pour modifier la texture de ce parti de l'intérieur, c'est-à-dire renvoyer la balle vers l'envoyeur, qu'ont fait les autres. Rappelez-vous, entre le Front National des débuts et le Front National d'aujourd'hui, a commencé.
Les médias occidentaux se réjouissent de l'effondrement du rouble et des difficultés économiques de la Russie à la suite des sanctions économiques de l'Europe communautaire. Vous êtes connu pour être un observateur attentif de la confrontation entre l'Occident sioniste et la Russie de Vladimir Poutine. Quel est votre décryptage? Bon, qu'ils se réjouissent des difficultés de la Russie, je le comprends, mais ils font un faux calcul parce que c'est assez amusant. Dans le même temps où ils le disent cela au sujet du rouble et se frottent les mains de l'effondrement du rouble, ils nous disent que c'est très bien en ce moment, l'euro s'est fortement déprécié par rapport au dollar, ce qui permet aux industries européennes de mieux vendre. Donc il y a une petite contradiction là. Et il est tout de même, je voudrais faire le rappel de ce qui s'est passé au moment du rattachement de la Crimée, petite parenthèse d'ailleurs qui revient dans l'orbite de la mère nation, puisque c'est seulement quand Khrouchtchev avait décidé, on se demande pourquoi d'ailleurs, le rattachement de la Crimée, qui était territoire russe, à l'Ukraine, que l'Ukraine était artificiellement ukrainienne. Bon, que la Crimée était artificiellement ukrainienne. Or, à ce moment-là, déjà, le rouble s'était effondré. Et tout le monde s'attendait à ce que Vladimir Poutine utilise ses réserves d'or pour maintenir le niveau du rouble. Il n'a rien fait. Il a laissé filer. Les investisseurs étrangers qui avaient investi dans des actions russes sont pris par la panique à vendre leurs actions. Et l'État russe a racheté ses actions à très 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 bon compte. Donc en Crimée, il s'est passé la même chose maintenant avec le nouvel effondrement du rouble. Et cela me rappelle furieusement ce qui s'était passé au moment de la bataille de Waterloo, quand les Rothschild, avertis par leur messager que Napoléon avait perdu, avaient fait courir le bruit en bourse de Londres que le contraire, Napoléon avait gagné. Et alors la bourse s'est effondrée, et évidemment il faut rappeler qu'avant de lancer le bruit, les Rothschild avaient vendu leurs actions. Donc quand la bourse de Londres s'est effondrée, ils ont acheté les actions à très vil prix. Donc ou Poutine a lu ce que j'ai expliqué déjà un certain temps là-dessus, ou bien il est aussi connaisseur de l'histoire que moi, mais en tout cas c'est vraiment la même tactique. Donc voilà, ceux qui se réjouissent des malheurs de la Russie, il ferait bien de tempérer leur réjouissance. Vous avez fait état dans le numéro de décembre de la politique du fait que dans le même temps où le Congrès mondial et Israël poussent à l'immigration des Juifs en Israël, les candidats à l'ALIA sont soumis à un test ADN racial. N'est-ce pas contradictoire? Ça peut paraître contradictoire en soi, pas franchement pour moi. Ça prouve simplement que les Israéliens sont, encore une fois de plus, sont le peuple le plus raciste au monde. Vous connaissez la formule, qui est une vieille formule, conservateur d'eux-mêmes, destructeur des autres, ils sont racistes. Et d'ailleurs, je rappellerai une chose, c'est que par exemple, dans la création de la maçonnerie, on connaît l'influence du judaïsme talmudique. Or, même si la maçonnerie est une émanation du judaïsme talmudique kabbaliste, eh bien, les juifs ont estimé nécessaire de fonder une loge réservée uniquement aux juifs, c'est-à-dire le Bnai Brit. Je répète, c'est le peuple le plus raciste au monde. Avez-vous lu le rapport sur la torture pratiquée par la CIA? Oui, je l'ai lu, c'est tout à fait scandaleux. D'ailleurs, on en a parlé dans le dernier numéro de la politique, si mes souvenirs sont exacts. Et je voudrais citer cette phrase, parce que vraiment, ça montre la capacité de manque d'humanité de ces gens-là. Donc, ils sont capables de tout pour pouvoir poursuivre leur plan. Donc c'est un texte officiel. Et voilà ce que les dirigeants, ce qu'ils disaient, les dirigeants de la CIA qui ont autorisé ces expérimentations donc, sur les prisonniers, donc pour les faire parler, pour essayer de leur faire avouer ce qu'ils ne leur pouvaient même pas avouer puisqu'ils n'étaient pas eu les coupables, ont spécifié par écrit
que les Kobe humains devaient être incinérés s'ils succombaient durant le conditionnement, ou qu'ils devaient rester enfermés à vie s'ils survivaient. Voilà l'humanité de ces Américains qui dirigent le nouvel ordre mondial. Voilà, là ce qu'il faut savoir. Que pensez-vous de ces cargos fantômes chargés de migrants qui errent en Méditerranée sans équipage? C'est la conséquence de la décolonisation. Alors ça ne sert à rien de se lamenter sur ces malheureux. Alors en plus de ça, avec les nouveaux arrivants, jusqu'à présent il y avait surtout d'Afrique subsaharienne qui arrivaient, Afrique du Nord, mais maintenant ce sont les malheureux qui partent de Syrie à cause de toutes les tous les attentats qu'il y a quotidiennement en Syrie par ces groupes armés par les États-Unis et par Israël qui sont Al-Nosra et l'État islamique. Alors c'est toujours la même chose. Maintenant, on veut nous indigner et nous faire pleurer sur ces malheureux. Bon, tout à fait d'accord. Mais il faudrait tout de même rappeler que les responsables de cette situation sont les Américains et Israël, dans leur volonté de renverser Bachar el-Assad. Donc ce sont des Syriens, pour beaucoup catholiques, qui viennent chez nous maintenant. Alors pour finir, on va lire une question d'internaute, donc je la lis. Pouvez-vous nous éclairer sur Pierre Jovanovic qui interprète l'Apocalypse de Saint Jean en disant qu'il est le seul à l'avoir réellement compris, il dit cela à longueur de vidéo. Une mise au point sur ce personnage serait fort utile. Continuez votre travail, très intéressant. Alors, oui. Alors, premièrement, je suis content qu'il y ait des internautes qui commencent à poser des questions parce que c'est un très bon lien, justement, pour nos entretiens. Je crois que ceux qui écouteront cet entretien d'aujourd'hui, ils peuvent retenir cette formule s'ils ont des questions à poser, et qu'ils les posent, et puis on répondra lors du prochain entretien. Alors effectivement, ce truc sur Jovanovic, il y a longtemps que je me penche sur lui, et on m'a très souvent posé la question sur ce que je pensais de cette personne. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il passe son temps à vomir sur l'Église catholique. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, on pourrait dire, bon, c'est peut-être un tradit qui est tout à fait contre le modernisme actuel de Rome. Ce n'est pas du tout le cas. C'est l'Église catholique en tant qu'Église catholique, ce qu'elle représente historiquement et doctrinalement. Et pour comprendre le pourquoi de cette attitude de Jovanovic, il faudrait savoir aussi que cet individu récite des kadish à la synagogue de Toulouse. Alors ceci explique cela, bien entendu. Et alors là aussi, c'est très curieux, et ça cadre tout à fait avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que dans le même temps, il insulte les musulmans, l'islam. Donc on voit très bien, je ne sais pas s'il est juif réellement ou pas, ou bien s'il est inféodé, mais on voit cette haine talmudique à la fois du chrétien et à la fois du musulman. C'est très curieux parce que ce sont deux attitudes qui servent l'impérialisme israélien. Donc ça c'est absolument évident. Et alors j'ai relevé, quand j'ai vu cette question de l'internaute en question, et j'ai eu la curiosité d'aller voir sur Internet les dernières productions de Jovanovic. Et il a lors d'un entretien, parce qu'il fait régulièrement des entretiens, il a une espèce de blog ou je ne sais pas quoi, interrogé quelqu'un qu'on connaît, que j'ai dénoncé d'ailleurs, j'ai relevé ses propos il y a quelques années, déjà lors de la première édition du complot mondialiste. C'est Georges-Marc Benamou, qui était le directeur fondateur de la revue sioniste Globe, dans le numéro 1. Et alors voilà ce qu'il disait, c'était en 1988, donc revue Globe numéro 1, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard et cocardier nous est étranger, voire odieux. Et voilà. C'est le juif qui profite de nous en étant en France, mais qui nous hait, je ne dirais pas cordialement, qui nous hait de façon virulente.
Donc le fait que cet individu, Benabou, soit invité par Jovanovic, ben voilà, ça révèle les deux personnages. Voilà, et alors pour terminer, ce qui avait d'amusant, quand on voyait cette vidéo de l'entretien de Jovanovic avec Benamou, c'est que Jovanovic avait un magnifique pendentif autour du cou qui se terminait proportionnellement par un symbole du dollar de cette taille-là. Si vous trouvez que ce n'est pas révélateur, à quoi sert l'individu? Voilà. Bien, merci Monsieur Blanca. On arrête là? Oui, bien sûr. La suite tout à l'heure pour votre conférence. Et voilà, et la suite également. Très bien. Eh bien, je tiens à remercier Vincent qui a remarquablement posé les questions très pertinentes, un bon travail personnel, qui n'a pas fait simplement du copier-coller de certains sujets qui ont été évoqués dans la politique, mais c'est vrai, vraiment, travail personnel que j'ai apprécié. Voilà. Donc, continuez comme ça. Merci Monsieur Blanca. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.